quelqu'un qu'on aime beaucoup et qui maintenant intervient quand même régulièrement chez nous. C'est le rédacteur en chef, même directeur de la publication de l'excellent La Septième Obsession. Bonjour Thomas Hayden. Bonjour, bonjour à tous. Alors ça nous fait très plaisir de nouveau de vous avoir avec nous. Encore un beau numéro, voilà, une couverture encore ultra soignée. Enfin moi j'adore, j'adore ça, ça fonctionne toujours autant. Voilà, c'est en tout cas Merci beaucoup. je trouve que d'instinct, mais alors bon, moi j'achète toute la presse, donc voilà, c'est différent, mais je pense que d'instinct, si on doit acheter un magazine, et ben d'un seul coup, on va aussi là-dessus, parce que c'est cette une qui nous accroche, des couleurs qu'on n'a pas l'habitude de voir. On en parlait il y a quelques instants avec Carole Milleri de Clap, voilà, ce vert aussi qui accroche le regard, c'est quelque chose d'important. Vous les soignez toujours autant, ces couvertures? Oui, bah après, je pense que par rapport à la couleur, je pense que c'est aussi en comparaison avec certains concurrents un peu historiques qui, eux, ont complètement un peu oublié la couleur et privilégient des couleurs assez sombres. Je pense qu'effectivement, on essaye d'aller vers cette esthétique-là et si ça fonctionne, tant mieux. Et au vu des résultats des ventes et ce genre de choses, on a l'impression qu'on a trouvé, voilà, je dirais pas un filon, mais on a trouvé quelque chose qui plaisait davantage aux cinéphiles et que c'était plus dans l'air du temps, disons en fait. La couleur était plus dans l'air du temps et que les lecteurs étaient en demande de ça. Bien Donc sûr, ouais. oui. Alors là justement, là vous venez d'en parler, je pensais même pas prendre le sujet, mais voilà, aujourd'hui, après quelques mois, là on est au quatrième numéro, Exactement. on en est où? On est à vos attentes, au-delà de vos attentes en termes de chiffres On, sur la on est, septième? on est, on est vraiment au-delà de nos attentes, alors à tout niveau, en termes de chiffres, en termes aussi de réception du milieu cinématographique et aussi en termes de réception d'un milieu public et des lecteurs en général. Donc non, c'est une super surprise. On est très heureux que la revue devienne ce qu'elle est aujourd'hui et que petit à petit, elle commence à s'enraciner concrètement, on va dire, dans l'univers de l'après-cinéma. Donc ça, c'est très émouvant, très agréable et voilà, donc c'est un travail de longue haleine et aujourd'hui, bon, bah, ça commence un peu à porter ses fruits, on va dire. Donc Bien non, sûr. c'est largement au-dessus de nos attentes, Bon, complètement. bah Complètement. ça c'est très bien. Et en parlant d'enracinement, moi je pense qu'elle est déjà enracinée cette revue. J'ai l'impression qu'aujourd'hui, en tout cas, elle fait pignon sur rue aussi. Voilà, je Ah pense que bah, le pari est vraiment réussi. Et il y a pas que moi qui le dis, hein. Je veux dire, tous les 15 jours, on peut écouter Le Masque et la Plume, mais tous les 15 jours, Garcin en parle aussi. Donc il n'y a pas de souci là-dessus, hein. oui, ça fait partie aussi un peu des cadeaux enfin, personnellement, vous disiez que j'étais directeur de la publication, donc je suis aussi entrepreneur, et quand on lance ce genre de projets qui sont des paris risqués, quand même très très risqués, Bien sûr. surtout aujourd'hui, quand on a ce soutien-là, c'est très agréable et c'est des choses qu'on ne calcule pas, puisque je pense que quand même bon entrepreneur n'est pas nécessairement un très bon calculateur. Donc voilà, donc ça c'est très agréable, ça fait partie un peu des cadeaux qu'on peut recevoir comme ça en échange de tout ce travail mené en amont. Donc c'est super. Voilà, félicitations. Alors maintenant, parlons de la revue en elle-même. Donc Oui. là encore, beaucoup de choses, comme à chaque fois, mais moi j'ai l'impression alors, je sais pas si c'est que c'est de plus en plus passionnant ou quoi, mais j'ai l'impression que je la lis de plus en plus vite cette revue. Alors donc, voilà, là je crois que là j'ai battu tous mes records. Je me suis même surpris. Je me suis dit mais tiens, mais c'est déjà fini. Donc faites-en un mensuel maintenant. Mais donc allez, on va rentrer quand même dans le vif du sujet. Du coup, nous, on s'était pas entendu à l'avance de savoir qu'on allait faire une émission spéciale série. Moi, Mais vous voyez, voilà, on est bien accordé. voilà, exactement. Donc, un spécial série. Donc là, pour la première fois, vous ouvrez un immense dossier sur les séries dans la septième obsession, parce que c'est aussi quelque chose qui aujourd'hui remplace pratiquement le cinéma pour beaucoup de choses finalement. Alors, je pense que la série en elle-même, enfin, nous déjà on n'a pas titré ce que la série elle vient du cinéma Bien parce que sûr. c'est des titres qu'on trouve un peu génériques et autrement dit, pour moi en tout cas c'est impensif. Mais non, depuis quelques temps en fait, enfin, même depuis le début, j'avais idée comme ça de lancer la rédaction sur un dossier série. Ça me semblait important parce que c'est quelque chose qui effectivement est dans l'air du temps, c'est de la fiction, c'est l'empire de la fiction comme on l'écrit dans la revue.
Ça met finalement en branle la fiction, mais aussi le réel. C'est-à-dire, on voit qu'il y a une porosité entre les deux, et donc ça nous semblait important finalement de s'intéresser à ces grandes radiographies du contemporain et du monde, et même de l'histoire. Game of Thrones Bien sûr. en est la preuve. Donc ça paraissait important, parce que la série, c'est pas l'avenir du cinéma, c'est un objet d'étude qui nous semble très important, qui a sa propre esthétique à part, qui n'a pas la même temporalité que le cinéma, qui est encore autre chose, et ça fait partie de l'empire de l'image. C'est ça la série, c'est pas l'avenir du cinéma, c'est encore autre chose. Je pense Ça, aussi. voilà. Donc c'est pour ça qu'on a fait un dossier sur quelque chose, sur un objet d'étude qui nous paraissait pertinent et qui est très populaire de nos jours. Oui, pour reprendre un bout de votre éditorial, vous dites, voilà, donc justement cet amour de la fiction, c'est redire à quel point elle est l'une des voies possibles pour éviter la standardisation et le prêt-à-penser. Donc, Oui, donc c'est tout à fait ça. C'est exactement ça. C'est-à-dire, je pense que la série, aussi bien politiquement que de par sa durée hors norme, on est sur du 20 épisodes ou même du 15 épisodes, où on est sur plusieurs saisons, bien sûr. nous met en branle la réflexion, nous amène à réfléchir différemment le monde et le contemporain, et même la géopolitique. On peut penser à la série Homeland, mais même aussi la question du deuil dans The Leftovers, par exemple. Mais voilà, donc il y a tous ces grands thèmes humains qui sont abordés par les séries, et qui évitent justement le prêt-à-penser et l'uniformisation, de par aussi le fait qu'elle nous ouvre à de nouveaux champs de réflexion. Donc ça, c'est en ça où la série est très importante, de par aussi sa durée, sa longueur. Sur plusieurs épisodes, on va être amené à réfléchir et à penser un sujet, jusqu'au bout, à travers des personnages. Oui, et surtout d'avoir le temps de vraiment développer, alors aussi bien évidemment une histoire, de développer des personnages, mais aussi de développer une esthétique. Aujourd'hui, je pense en tout cas qu'il y a eu une émergence des différentes séries où on se rend compte que c'est un retour des auteurs, moi j'ai l'impression en fait, la série aujourd'hui. Oui, c'est vrai. Alors c'est vrai qu'on sait que Gus Van Sant, qui était à Paris dernièrement, nous a révélé qu'il préparait une série pour HBO. Donc David Fincher est passé par là. Enfin, on sent effectivement que les auteurs passent par la série pour assouvir peut-être des choses qui n'arrivent pas à assouvir via non pas le cinéma en lui-même, mais le système de financement et de production du cinéma, donc ce qui est quand même différent. Donc les auteurs vont au cinéma. Mais après, on peut citer aussi la série True Detective, qui a été quand même un événement, surtout la saison 1, où là, on avait affaire à une série qui prenait énormément de temps à élaborer son esthétique, ce qui n'est pas forcément toujours le cas dans une série télé où c'est pas forcément quelque chose qui est toujours très bien mis en avant. Exactement. Donc je suis tout à fait d'accord avec vous par rapport à ça, par rapport au retour des auteurs, c'est évident. Et oui, et des auteurs et des réalisateurs, parce que au début, c'est vrai que quand il y a eu, on va dire, vraiment le gros boom de la série, évidemment il y a The Wire, mais en France on est moins touché par The Wire, en tout cas au début. Maintenant on l'a redécouverte, mais on va dire que la vraie émergence de la série en France, c'est Breaking Bad, où d'un seul coup, en plus c'est une série qui passe sur Arte à l'époque, C'est vrai. Et donc là d'un seul coup on découvre qu'est-ce qu'est un showrunner, ce que jusqu'à maintenant c'était un mot qui n'existait pas en France, personne n'était showrunner, donc on découvre ce qu'est un showrunner. Et par contre la bascule, moi je trouve, la deuxième bascule, c'est True Detective, où là on découvre évidemment ce qu'est un showrunner, mais on découvre aussi ce qu'est un réalisateur, parce que pour la première fois on a un réalisateur qui couvre l'entièreté d'une série. Exactement, mais c'est exactement ça. Alors même si par rapport à True Detective, je pense que beaucoup de gens ont été déçus par la deuxième saison, donc il y a toujours le problème des séries, c'est que souvent il y a toujours cet effet, le contre-champ arrive très rapidement, c'est-à-dire que la déception arrive plus facile, plus rapidement. Mais effectivement sur True Detective, c'est évident qu'il y a eu un travail hors norme, et que je pense que ça a marqué un peu l'histoire de la série télé. C'est clair. Oui. Mais même The Leftovers aussi, même s'il faut nuancer, The Leftovers a quand même moins bien marché en termes d'audience que True Detective, qui a vraiment été un événement. Oui, et puis alors The Leftovers, on va en parler après parce que c'est votre coup de cœur. Moi, True Detective, en plus d'avoir remis vraiment le réalisateur aussi au centre de tout ça, comme quoi on peut avoir un showrunner, en tout cas un scénariste et un réalisateur côte à côte qui arrivent à vraiment très bien fonctionner. Mais en plus de ça, ça a été le retour des séries à 6 épisodes. C'est que d'un seul coup, on a vu une avalanche de séries à 6 épisodes assez dingue. Ouais, c'est vrai. Oui, parce que The Leftovers, par exemple, ça fait 10
épisodes. Oui, Non, je voilà, pense qu'effectivement, il y a... Enfin, True Detective, c'est la série la plus cinématographique, hein, bien je sûr, pense on va pas se mentir. Mais c'est pour ça que la deuxième saison a un peu déçu, bien hein, sûr. parce que la première saison avait tellement... enfin, était absolument extraordinaire, donc difficile toujours de passer après vraiment le succès, après, quand on a atteint le paroxysme. Exactement. Mais non, c'est très juste ce que vous dites, hein, par rapport à ça. Oui. Donc, pour reprendre ce dossier, donc ça démarre donc évidemment par un titre, l'Empire de la fiction. Et moi, il y a un mot très juste qui est pratiquement au démarrage de ce dossier. Nous allons désormais passer un temps infini à suivre de sombres anti-héros. Voilà, dans des intrigues très complexes. Voilà. Et c'est aussi ça, finalement, c'est qu'on nous a appris, on en a parlé longuement tout à l'heure au moment où on ouvrait Better Call Saul, House of Cards, etc. En fait, on nous a appris à aimer des gens pas super bien, quoi. Ah oui, non, mais c'est exactement ça. Et d'ailleurs, il y a un livre qui est paru, d'ailleurs, on le cite dans un article qui s'appelle, le livre s'appelle Des hommes tourmentés, Mm, mm. de Brett Martin. Et c'est exactement ça. C'est-à-dire qu'en fait, mais même par exemple, je pense à une série qui s'appelle Damages, par exemple, et où c'est un peu le retour de Glenn Close en fanfare. Le personnage de Glenn Mhm. Close, on nous amène à l'aimer, alors qu'en fait c'est un monstre politique, c'est un monstre humain. Enfin, je veux dire, elle n'a aucune pitié. C'est Bien affreux. sûr. Donc c'est des personnages qui sont très noirs. Tout à fait d'accord avec vous. True Detective c'est pareil, mais The Leftovers aussi, c'est quand même des séries, on baigne dans les marécages un petit peu quand même de Exactement, c'est ça. l'humanité, donc c'est pas c'est pas facile du tout. Et je pense que la plupart des séries, que ce soit The Wire, même les Sopranos, c'est pareil. Contrairement au cinéma, je pense que la série n'a pas peur de nous amener à s'identifier à des personnages un peu sombres et durs, et voilà. Donc effectivement, Exactement. ouais. Moi, il y a quelque chose aujourd'hui sur laquelle vraiment je me questionne, mais depuis déjà un petit moment, c'est justement comment est-ce qu'on regarde une série. Dans votre dossier, il y a quelque chose que j'ai trouvé très juste, c'est entre deux épisodes, le spectateur élabore maintes propositions scénaristiques, il imagine d'autres issues pour les personnages, etc. Aujourd'hui, la façon de regarder des séries a beaucoup changé. Netflix a Ouais. fait qu'on pouvait regarder des séries en entière. Voilà, qu'est-ce qui change effectivement, alors je pense qu'on est un peu dans le même cas de figure. Dans les séries, on en regarde beaucoup qui sont pas encore sortis en France et donc aux États-Unis. Donc aux États-Unis, c'est un épisode par semaine, donc on est obligé C'est vrai. d'attendre à chaque fois. Et effectivement, on en parle entre amis. Moi, j'ai l'impression que les séries dont on va regarder un ou deux épisodes par semaine, on va beaucoup en parler avec nos amis parce que du coup, on sait qu'on regarde en même temps la même chose. Alors que sur Ouais. Netflix, moi, j'ai jamais parlé d'House of Cards pratiquement avec mes amis, quoi. En tout cas, Oui, euh, mais en effet, je pense que vous touchez quelque chose de très très juste en fait sur ça. Ça, je pense que s'il y a un côté très addictif, hein, en fait à la série, qui fait que Netflix en fait a donné la possibilité à de nombreuses personnes qui en avaient marre d'attendre en fait une semaine pour voir la suite des aventures en fait, hein, de personnages comme voilà, je sais pas. Donc ce qui fait que Netflix a offert cette possibilité-là, et aujourd'hui les gens, au lieu de voir un épisode par semaine, ils sont capables de se voir 11 ou 12 bien épisodes dans la sûr. même semaine, ce qui est énorme, hein. Mais je pense que ça répondait à un besoin, même viscéral, je pense, de spectateurs ou de téléspectateurs qui quelque part étaient frustrés Bien de sûr. devoir attendre une semaine avant de voir la suite de l'épisode. C'est ça. Mais du coup, je trouve que voilà, ça change beaucoup de choses. C'est que Et voilà. c'est peut-être dommage par rapport à ça. C'est vrai qu'un film, par exemple, d'une heure et demie, 2 heures, on va en parler. C'est différent. La série, il y a un rapport à la consommation qu'il n'y a pas au cinéma. Et ça, c'est vrai. Ce qui est complètement différent. C'est-à-dire que quand on voit un film, c'est un objet d'étude effectivement beaucoup plus court. On va en parler autrement. La série, c'est quelque chose de beaucoup plus long, et c'est quelque chose qu'on voit. C'est quelque chose d'addictif, hein, tout simplement. Ça n'a rien à Exactement. voir. C'est pas du tout les mêmes objets d'étude. Et puis, enfin, c'est vraiment ce qui est dit dans votre dossier, c'est que, enfin, dans la petite phrase que j'ai citée, c'est que moi, ce que j'apprécie aussi dans la série, même d'ailleurs si j'en parle pas forcément avec les autres, c'est que c'est juste quand on regarde un épisode chaque semaine, c'est juste qu'on se fait notre propre scénario de ce qui pourrait se passer dans notre tête aussi. Et c'est ça, je trouve, C'est vrai. qui est aussi intéressant, ce qui est pas le cas. Alors, on le prend différemment. J'aime autant
House of Cards que d'autres séries que je peux regarder voilà, en épisode par épisode. Mais voilà, c'est vraiment aujourd'hui deux choses très très différentes à parler. En tout cas, je trouve que si la série a amené quelque chose de vraiment nouveau dans la société, ça a été aussi de refaire parler les gens sur de la fiction, ce que le cinéma avait peut-être un petit peu perdu. Alors, pas évidemment sur des cinéphiles comme nous où on parle tout le temps de cinéma, mais en tout cas, moi j'ai beaucoup de proches qui sont pas du tout dans le ciné, enfin voilà, branchés cinéma, mais qui par contre parlent sans cesse de séries et d'un seul coup ça refait parler de la fiction et c'est ça que je trouve très intéressant. Oui, c'est ça, parce que c'est ça, c'est que la série remet vraiment en avant le pouvoir de la fiction et c'est Exactement. un complément incroyable au cinéma, puis c'est surtout quelque chose d'extraordinaire. Enfin, je veux dire, une série, ce qu'elle est capable de mesurer, de radiographier, enfin, c'est énorme, quoi. Enfin, je pense qu'aujourd'hui, si des gens ont besoin de séries, c'est qu'ils ont besoin d'images, ils ont besoin d'un filtre aussi, hein, pour comprendre le monde dans lequel on vit, et que la série leur offre ça au travers de personnages, au travers d'histoires au long cours. Donc tout ça, la série offre ça. Et la série Exactement. peut faire ça. Ça, c'est vraiment hyper essentiel et je pense que les gens ont besoin de se plonger dans cette temporalité-là pour comprendre ce qui les entoure actuellement. Ça, c'est évident. Mais comme dans le numéro, on parle du documentaire également, hein, Exactement. c'est Exactement. exactement ça. C'est... Les gens ont besoin d'image, en fait, aujourd'hui, pour pouvoir analyser le monde et la politique, la géopolitique, les grandes guerres d'aujourd'hui, les grandes problématiques existentielles. Ils ont besoin de l'image, ils ont besoin d'artistes et de cinéastes qui les aident finalement dans ce cheminement mental et nécessaire, hein, bien sûr. Exactement, c'est exactement ça. Tiens, alors, parce que autant le dire, hein, vous traitez, disons, on va dire, de toutes les principales séries actuelles, mais il y a une série, vous êtes les premiers à faire, à consacrer plusieurs pages dessus. C'est sur la série Marseille qui arrive début mai en France, sur Netflix là encore. Est-ce que Marseille va être enfin la grande série française dont on attend tous? Alors, pour Marseille, je pense que c'est un pari parce que Netflix nous a montré aucune image. Bien Donc, je sûr. pense que c'est aussi parce que c'est un cinéaste, c'est quelqu'un qui fait du cinéma, qui se met à faire une série, donc ça nous intéressait. C'est une série française produite par Netflix. C'est avec Gérard Depardieu, donc il y avait des choses qui attisaient un peu notre curiosité. Est-ce que la série va être réussie comme on l'espère? Pas sûr du tout. On ne sait pas. Il faudra juger sur pièce. Maintenant, ça nous intéressait de par le geste même d'aller faire une série avec Netflix, une série française tournée par quelqu'un qui n'avait jamais encore fait de série et qui faisait que des films de cinéma. C'est Donc ça. il y avait ce genre d'éléments qui attisaient vraiment notre curiosité. Avec des acteurs de cinéma. Ça aussi, c'est la grande Exactement. nouveauté de ces 10 dernières années, c'est que maintenant tous les acteurs de cinéma veulent faire de la série, ce qui était vraiment, même en France, c'est ça qui est fou, quoi. Oui, mais je pense que c'est comme je citais Glenn Close dans Da Hum, Vinci. On exactement. peut citer Justin Theroux dans The Leftovers, par exemple, qui est un acteur de David Lynch Hum, qui a pas tourné depuis 10 ans. Je pense qu'à un moment donné, quand on est un acteur et qu'on recherche de beaux et grands rôles, le cinéma aujourd'hui s'en moque un peu de tout ça et fait travailler toujours un peu les mêmes. Et donc voilà, c'est vrai que je trouve ça important que la série aujourd'hui se fasse le relais de tout ça. Et moi, je suis très heureux que quand les HBO ou je sais pas Netflix ou d'autres shows comme ça utilisent des acteurs comme Justin Theroux, Glenn Close ou même Depardieu. Enfin, je trouve ouais, ça très important de prendre conscience que les acteurs sont capables de tout et voilà. Donc ça c'est très très important et je m'en félicite vraiment. exactement. Alors on va continuer rapidement sur la septième obsession. Il y a encore énormément de choses. Quelque chose qui moi m'intéresse de plus en plus, c'est le rapport du cinéma aux jeux vidéo et vice versa. On a Oui. commencé à en parler il y a déjà quelques émissions. C'est quelque chose qu'on va sans doute développer de plus en plus. Là, vous rentrez aussi là pour la première fois. Voilà, moi j'ai rien lu d'autre en tout cas d'aussi intéressant sur ce rapport du jeu vidéo au cinéma et vice-versa. Oui, mais je pense qu'on a, comme la série, c'est-à-dire qu'on veut vraiment essayer de diversifier nos objets d'étude et de se demander qu'est-ce que la fiction, qu'est-ce que le rapport entre une personne et la fiction et son besoin à l'image. Et je pense que le jeu vidéo, comme la série, comme le documentaire, comme un film de cinéma, donc ce genre de choses, tout ça, ça fait un tout. C'est ce qui forme l'empire de l'image et ça me semble très important. Et le jeu vidéo, bon ben voilà, c'est aussi quelque chose de très populaire et qui reprend des codes du cinéma. Là, il y a un truc par rapport à Apocalypse Now notamment. Donc oui, c'est clair et net. Le jeu vidéo est très important de nos jours et il a un rapport au cinéma et à la fiction surtout très très important et ça nous semblait
même essentiel, d'aller sur ce terrain-là et essayer d'analyser ce qui aujourd'hui fait sens vis-à-vis du public et c'est un objet populaire. Donc on en parle parce que les gens s'y intéressent et ont besoin de ça. Donc Exactement. c'est notre rôle en tant que C'est ça. critique et aussi en tant que journaliste d'évoquer ce genre de sujet. Alors, entre autres milliers de, de dossiers intéressants, on va s'arrêter quand même sur le dernier, parce qu'en plus, je sais qu'il va se passer quelque chose là très bientôt. C'est cet immense entretien avec Frédéric Wiesmann. Et en plus de ça, vous allez faire une conférence. Qu'est-ce qui va passer? Voilà, où est-ce qu'on va pouvoir voir ça, etc. Alors c'est un atelier que nous organisons au cinéma du Panthéon avec qui nous sommes partenaires. Nous sommes partenaires de Why Not Productions sur ce thème-là. Et donc en fait, on va projeter le 1er mai prochain à Paris au cinéma du Panthéon Boxing Gym de Frédéric Mhm. Wiseman, qui est un film de près d'1 heure et demie en sa présence. Et après, il y aura un débat d'1 heure et demie que j'animerai avec Frédéric Wiseman. C'est un petit événement et normalement l'entretien sera filmé et sera D'accord. sûrement disponible sur notre site internet en replay. D'accord, bon bah alors on se fera le relais évidemment, parce qu'on ne pourra pas être sur place à Paris, mais en tout cas on s'en fera le relais. Alors découvrez cette septième obsession, parce que voilà, tout est vraiment voilà, aussi intéressant que d'habitude, j'ai envie de dire maintenant. Euh, Non mais c'est super. alors, votre coup de cœur, quand je vous ai demandé de quelle série vous aviez envie de parler, parce qu'aujourd'hui c'était aussi ça le but, vous m'avez dit directement The Leftovers. Alors je vous laisse la parole pour nous expliquer The Leftovers, les différentes saisons. Moi c'est une série sur laquelle j'ai beaucoup accroché aussi au moment de sa sortie. Donc voilà, Bah, dites-nous ce que c'est, quoi. Voilà, c'est. disons que moi, j'ai un rapport aux séries qui est assez compliqué. J'en vois pas non plus autant que mes petits camarades à la septième obsession. Mais il y a une série où tout le monde m'a dit, il faut absolument que tu la regardes. Elle est vraiment exceptionnelle. Bon, je l'ai regardée et c'est vrai qu'elle est exceptionnelle. Alors de par sa forme, de par aussi la manière dont la série repousse constamment son pitch. C'est-à-dire que le pitch de départ, c'est, je crois que c'est plusieurs millions de gens qui ont disparu sur la C'est ça. planète. Et donc, la question de départ, c'est pourquoi ces gens ont disparu. Or, la série, en réalité, on va finir par comprendre que c'est pas ça qui l'intéresse. Et donc, son pitch de départ, qui était cette disparition un peu étrange, va être relégué au second plan. Et ce qui va intéresser les créateurs de la série, c'est plutôt la question du deuil, c'est-à-dire Voilà. comment comment peut-on faire son deuil quand du jour au lendemain on perd quelqu'un, et sans explication. Et c'est là où la série pour moi est grandiose et absolument magistrale, c'est sur cette question-là, et toute la mise en scène de la première saison et de la deuxième saison, ça va jouer sur ça. C'est comment on fait son deuil, comment on apprend à vivre dans l'incompréhension, et ce genre de choses, c'est typiquement humain, c'est quelque chose qu'on vit tous les jours, hein. Enfin, je pense on est tous à un moment donné, on est tous face au deuil, c'est quelque chose de Exactement. naturel et de normal. Et donc je pense que la série est très universelle de ce côté-là, et c'est pour ça qu'elle est bouleversante. Moi, ça m'a vraiment bouleversé. Bon, je sais que vous n'aviez pas aimé Mania Madrid Moretti, mais il y avait aussi cette question du deuil aussi. Mais effectivement, je trouve que la série, quand les films et les séries reprennent cette question du deuil, c'est quelque chose de vraiment bouleversant, parce que c'est quelque chose qui touche à l'âme généralement, hein, ça nous touche de plein fouet. Et The Leftovers, voilà, c'est quand même 2 saisons, c'est 20 épisodes Ouais. en tout, qui rejouent constamment cette question. Voilà, et puis et ce qui est très très impressionnant, c'est l'audace de la série, c'est-à-dire qu'il y a des personnages, Ouais. il y a des saisons, il y a même des épisodes où on s'intéresse qu'à un seul personnage. Oui, Donc, oui, c'est c'est hyper vraiment audacieux ça, ouais. pour une série, parce que aux États-Unis, comme vous disiez, c'est-à-dire que c'est un épisode par semaine, on peut facilement être décontenancé. On se dit merde, mais moi préfère Justin Theroux, il n'est pas du tout dans Ouais. l'épisode. Mince, je préfère Liv Tyler, mais elle n'est pas du tout dans l'épisode. Et en fait, ça va être focalisé sur un personnage. Et ça, c'est hyper audacieux et ça permet de creuser vraiment au plus profond le personnage, chaque personnage. Donc ça, c'est vraiment passionnant et c'est ce qui fait pour moi la réussite extraordinaire vraiment de la série. Et là, il y a une 3e saison qui se profile, ça va être la dernière et je pense qu'elle va conclure magistralement, on va dire, cette série qui pour moi est encore plus réussie que Lost parce que elle est Ah oui, beaucoup oui. plus rigoureuse et elle se focalise vraiment sur l'essentiel. Et puis la question du deuil, c'est vraiment même les génériques sont formidables. Le Ah premier ouais. est sublime, le deuxième est extraordinaire. Donc il y a tout un travail esthétique, artistique qui aussi est passionnant et qui se rajoute à ça, qui
fait que la série est vraiment hors norme, on va dire. Voilà, alors c'est vrai que nous on avait beaucoup parlé de la saison 1, on n'a pas encore traité la saison 2, donc c'est très bien que vous en ayez parlé. Donc les auditeurs, je vous invite vraiment à les découvrir. Mais du coup, alors j'en ai pas encore terminé parce que là d'un seul coup, j'ai relevé quelque chose et je me suis dit, mais oui, c'est ça aussi le grand changement, c'est qu'aujourd'hui, les séries arrivent en disant d'entrée de jeu, bah, nous on aura tant de saisons, alors qu'avant, ça s'étirait jusqu'à, voilà, on savait jamais quand est-ce que ça allait se finir. Aujourd'hui, on sait, voilà, là il y a 3 saisons, là il y a 5 saisons, là il y a une saison, 2 saisons. Et c'est aussi ça, peut-être le nouveau aussi changement de la façon d'écrire aussi. Complètement, et c'est ce qui se rapproche le plus du cinéma, parce que le cinéma, il y a une finalité. C'est C'est qu'au ça. début, quand on fait un film, on sait que ça va se terminer à 1h30 ou 2 heures. Enfin, clairement, c'est ce qui est exposé dans le dossier de production. Et donc la série, complètement, hein, je suis tout à fait d'accord avec vous, c'est une vraie nouveauté. Qu'une série se dise, je vais faire que 2 saisons. Même qu'une saison, ça arrive C'est parfois. ça. Donc c'est un peu la grande innovation, et en même temps c'est pas plus mal aussi, parce qu'il y a quand même beaucoup de séries, comme vous le disiez, Bien sûr. qui s'étendent jusqu'au bout, et on est souvent déçus parce qu'ils savent pas comment terminer. Et Lost, quelque part, c'était un peu ça. C'est ça. Je trouve que The Leftovers, qui d'ailleurs c'est Damien Lindelof, je crois, qui est le créateur des deux, et c'est ça qui est passionnant, c'est que il a compris vraiment qu'il fallait être beaucoup plus précis que pour son ancienne série Lost. Et ben voilà, je pense qu'on sait, on a fait un grand tour de la série, là voilà. Oui, là je crois qu'on peut pas faire mieux. Ça fait 2 heures qu'on parle de série. Non, ici on parlait cinéma. Merci beaucoup Thomas Hayden d'être intervenu. Félicitations encore pour votre prix de meilleur jeune journaliste, meilleur critique de cinéma. Donc ça nous fait plaisir que vous continuiez à venir chez nous quand même. Ah bah non mais quand même, ça me fait très plaisir aussi. En tout cas, je pense qu'on se retrouve très bientôt. Merci pour tout. Vous avez micro ouvert chez nous, vous le savez. À très bientôt, Thomas. À très bientôt. Bonne journée à vous. Merci.